Bonjour à tous, bienvenue dans cette rétro des actualités de la région. On parle tout d'abord du bouclement des comptes 2020 de la ville de Nyon. Le municipal en charge des finances, Claude Huldry, nous explique la raison du léger bénéfice de 52 000 francs par rapport au déficit de 8,5 millions initialement budgété. Andrea Braslopo vous parle ensuite du projet de la piscine patinoire de Terre Sainte qui va enfin se concrétiser. Elle fait le point en plateau avec les responsables de la société Arsco qui pilote le projet. Et enfin, on fête les 80 ans des caves de la Côte avec Gilles Cornu, directeur technique et œnologique des caves de Nyon. La ville de Nyon boucle ses comptes 2020 sur un léger bénéfice d'un peu plus de 52 000 francs, alors qu'un déficit de 8,5 millions de francs était prévu au budget. Un résultat qui s'explique notamment par de bonnes surprises liées aux impôts conjoncturels, les recettes fiscales des personnes physiques et morales ayant rapporté 7,4 millions de plus que prévu. Les autorités nyonnaises expliquent ces bons résultats par une excellente maîtrise des charges courantes. Toutes les explications de Claude Huldry, municipal en charge des finances de la ville de Nyon, au micro de Florian Cavalieri. Tout d'abord, quand même dire que c'est un plaisir pour la municipalité de faire ce dernier bouclement de législature à l'équilibre. C'est effectivement une récompense de 5 ans de travail sur des priorisations d'investissement, certaines restrictions dans le budget. Alors des comptes à l'équilibre à la fin d'une législature, c'est souvent le cas. On aime bien finir sur des chiffres pleins. Là, pour entrer dans le vif du sujet, justement, quels sont ces chiffres ? Alors on voit qu'au niveau des chiffres, eh bien, on est pour les recettes légèrement meilleur que ce que nous avions estimé dans le budget pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, on a aussi une recette qui est très correcte par rapport au budget, mais on a surtout plus de 4 millions de recettes imprévues en ce qui concerne les droits de mutation et les gains immobiliers. Alors justement, on va y revenir, mais tout d'abord, effectivement, vous prévoyez un déficit de 8,5 millions, et pour finir, c'est un excédent, un petit excédent de 52 000 francs qui ressortent de ces comptes. Effectivement, c'est même 1 552 000 francs, puisque nous avons provisionné 1 500 000 pour la péréquation, sachant que très probablement, nous devrons payer 4 500 000 pour le décompte définitif de cette péréquation. Alors, pour reprendre ce que vous disiez en préambule, ces bons comptes sont dus notamment à des gains immobiliers, c'est-à-dire l'achat de plusieurs immeubles dans le quartier de la Petite Prairie. Oui, il y a eu effectivement des mutations dans le quartier de la Petite Prairie. C'est un quartier qui a été récemment construit. Ça veut dire que les gains immobiliers, lorsque vous avez des immeubles récents qui se revendent, sont extrêmement importants. Alors, comme vous le dites aussi, il y a eu une hausse conjoncturelle des recettes fiscales. Oui, alors certaines personnes pessimistes, je dirais, s'attendaient plutôt à ce qu'en 2020 et aussi en 2021, il y ait une baisse des recettes des personnes physiques et des personnes morales. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas le cas en tout cas à Nyon. On voit qu'en 2020, la péréquation a joué des tours positifs à la ville de Nyon, comme à de nombreuses villes du district et communes. Comment vous analysez ça ? Alors c'est très difficile aujourd'hui de l'analyser puisqu'on n'a pas les décomptes définitifs, mais il est fort probable qu'au vu de ce qu'annoncent certaines communes comme résultat, il y a eu des très bonnes performances des autres communes, ce qui fait que ça soulage un peu les communes qui performent normalement ou qui performent moins bien. Alors vous avez pu provisionner et puis aussi vous avez pu, la ville de Nyon connaît une baisse de son endettement. Expliquez-nous ça. Oui, ça c'est la deuxième très bonne nouvelle, surtout pour la prochaine législature. Effectivement, plafond d'endettement à 360 millions pour la législature. Aujourd'hui, nous sommes à 291,3 millions. Et pour conclure, comme chaque année, vous nous dites il faut tout de même être attentif à la situation et notamment à cette situation extraordinaire qu'on a connue avec la pandémie du Covid-19. Oui, alors il est fort possible que certains aient raison et que la pandémie porte malheureusement ses mauvais fruits, je dirais, sur 2021 ou 2022. Alors, quelle est la projection que vous faites en tant que municipal des finances de cette future législature ? Alors, en ce qui concerne la future législature, je pense que mon successeur ou moi-même, si je suis reconduit
au service des finances devront malgré tout être prudents. C'est dans l'ADN normalement d'un municipal des finances. Donc j'en conclus que certainement vous serez le nouveau municipal des finances. Non, alors absolument pas, hein, rien n'est décidé, ça se décidera le 28 mai et on verra bien qui souhaite prendre le service des finances. Mais je pense qu'il devra quand même rester, la personne devra quand même rester attentive et probablement que le budget 2022 que la municipalité présentera, en tout cas dans ses directives du mois de juin, sera un budget non pas de rigueur, mais en tout cas pas un budget très optimiste. Bonne nouvelle pour les porteurs du projet de la piscine patinoire de Terre Sainte. Après cette année de procédure, les recours ont enfin été levés. Le comité de l'ARSCO, société aux mains des 9 communes de Terre Sainte, s'est à nouveau réuni pour discuter de la suite du projet. Nous faisons le point avec nos 2 invités. Stéphanie Emery, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité de pilotage de cette piscine patinoire de Terre Sainte. Vous êtes aussi municipal de My. Avec nous, Jean-Claude Trotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ARSCO, municipal de Coppet également. Alors, j'imagine, monsieur Jean-Claude Trotti, que vous êtes soulagé au stade actuel. Alors, on peut le dire qu'on est soulagé. Ouais, ça fait maintenant, moi personnellement, ça fait 12 ans que je suis sur ce projet, donc je suis vraiment soulagé. On a bien, je pense qu'on a bien. C'est un projet qui nous tient à cœur, hein, évidemment, et puis qu'on est content de pouvoir poursuivre. Ouais, et surtout conclure. Envie de concrétiser. Ah oui, concrétiser. Ça. Et puis la population, elle est quand même... moi, je suis régulièrement interpellé pour savoir comment ça se fait. Donc la population attend vraiment cette piscine, ce projet, cette piscine patinoire. Juste pour dire, lors de la votation du conseil, maintenant, c'était en 2013, c'est 98% quand même de oui. Alors, vous voyez, donc c'est un projet publicité, donc que beaucoup de gens attendent. Ouais, donc la votation en 2013, mais il y avait eu notamment des recours, pour rappel en 2016, où certains riverains avaient déposé un recours auprès du tribunal cantonal. Stéphanie Emery, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse aujourd'hui de cette bonne nouvelle et de la décision du tribunal ? Alors la décision du tribunal cantonal date de mars de cette année. La bonne nouvelle, c'est que donc les griefs principaux des opposants étaient par rapport aux nuisances sonores. Ils avaient peur des nuisances sonores et la bonne nouvelle, c'est que les nuisances sonores n'étaient pas suffisamment importantes pour modifier quoi que ce soit au projet. Donc on a perdu beaucoup de temps, mais on peut aller de l'avant sans aucune modification. La seule demande qu'on a du tribunal cantonal, c'est d'isoler phoniquement les bandes autour de la patinoire, chose qu'on aurait probablement de toute manière faite, mais on n'avait pas été autant dans le détail à l'époque de la mise à l'enquête. En 2014, la première mise à l'enquête. Ouais. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne doit rien changer. Ouais. Mais voilà, c'est un projet qui peine à sortir de terre. Vous nous dites que ça fait un long moment que vous êtes dessus. Donc vous auriez pu faire le choix justement d'accorder certaines concessions aux opposants. Pourquoi avoir choisi de ne pas le faire ? Parce que c'est un projet qui est destiné à durer de nombreuses années, sur plusieurs générations, 50 ans ou probablement, on espère plus. Et on s'est dit c'est important de privilégier plutôt la qualité. C'est vrai qu'on aurait pu faire des concessions et puis ça serait déjà terminé. Mais on s'est dit, selon les concessions qu'on fait, eh ben, les utilisateurs futurs, pendant 50 ans, ils diront « Mais mon Dieu, à quoi ils ont pensé quand ils ont fait ça ?» Alors, je peux te donner un exemple. Je ne sais pas si vous voulez un exemple. Par exemple, devant le bâtiment de la piscine, il y a une belle zone engazonnée. C'est une zone de détente. Alors, on voit ici quelques images, justement. Voilà. Alors, actuellement, à gauche de l'écran, il y a le bâtiment de la piscine. Et à droite de la piscine, il y a un bâtiment blanc. C'est une halle multisport provisoire qui va être démolie au moment de la construction de la piscine patinoire. Et ça deviendra une zone de détente. Alors les opposants ont très peur. Ils disent que les piscines publiques font beaucoup de bruit. Ils ont très peur que ça devienne, qu'il y ait beaucoup de nuisances à ce niveau-là.
Donc on peut les rassurer parce qu'il y a une étude notamment acoustique qui a été faite aussi. Alors on peut les rassurer, mais c'est surtout, il n'y aura jamais de pataugeoire, jamais de terrain de jeu. C'est vraiment une zone de détente, par exemple pour des parents qui amènent leurs enfants au cours de natation qui fait beau, qui puissent se mettre dehors, ou des gens qui viennent nager 1 heure à la pause de midi et puis puissent se mettre un moment dehors pour se détendre. Donc c'est vraiment une zone de détente et pas une animation comme une piscine extérieure pourrait l'être. Et du coup, la demande des opposants, c'était, on a des baies vitrées qui vont directement de la piscine sur cette zone engazonnée. Ils voulaient qu'on condamne cette sortie. Alors on s'est dit, si pendant les 50 prochaines années, les gens ils sont dans cette piscine, il y a cette baie vitrée, le beau terrain engazonné, et puis ils ne peuvent pas sortir, se poser 10 minutes au soleil, ils vont se dire, mais ils ont pensé à quoi quand ils ont fait ce projet? Donc on s'est dit, on préfère perdre quelques années maintenant, mais que le projet il soit vraiment valable pour la suite, quoi. Vraiment, ouais. Un projet qui dure dans le temps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes, Jean-Claude Trotti, quels sont justement les objectifs de ce projet? Alors, les objectifs futurs, vous dites, ou bien les objectifs futurs, maintenant, on doit, comme on vous l'a expliqué, on a l'initiale de projet, c'est-à-dire on doit reprendre le projet. Disons que le projet n'a pas beaucoup changé, mais par contre, des choses ont évolué quand même pendant ces années, entre autres les aspects énergétiques. À l'époque, on avait prévu un projet avec des sondes géothermiques. Maintenant, on a construit pour pouvoir alimenter en chauffage nos collèges qu'on gère, un cadre, un chauffage à distance avec la prise de température sur les eaux traitées de la steppe. Donc, on est à 90% énergie renouvelable dans nos chauffages. Et là, on a donc prévu de prendre donc, le chaud et le froid. Parce que ce qui est intéressant dans une piscine patinoire, c'est qu'il y a d'un côté du chaud pour la piscine et du froid pour la patinoire, ce qui fait un échange de chaleur avec des échangeurs qui est intéressant au niveau écologique. Donc ça, c'est quelque chose que pendant cette période, on économise entre autres les sondes géothermiques. Maintenant, on doit reprendre le projet dans le sens qu'on doit nous-mêmes se remettre dedans. Oui, parce que vous-même, c'est vrai que vous êtes là depuis le tout début, vous êtes un peu les rescapés de ce projet. On a envie de vous dire, à l'ensemble et justement à l'intérieur de ce comité de pilotage, qu'il faudra justement compléter lors de la prochaine législature. Là, il va falloir aussi convaincre de continuer ce projet, de ramener des gens avec vous. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez justement déjà approché certaines personnes ? Ça sera forcément des personnes qui font partie du conseil d'administration d'Arsco, qui seront forcément des municipaux de chacune des 9 communes. Et comme tout le monde sait, il y a eu beaucoup de changements au niveau des municipaux en Terre Sainte cette législature, donc on ne sait pas encore qui c'est qui aura dans le conseil d'administration. Ouais. Au niveau financier, là aussi, il y a quelque part tout qui est à reprendre. Oui. Alors oui, effectivement, concrètement, il y a 7 ans en arrière, on avait le financement et ce qu'il fallait avec. Maintenant, on doit reprendre contact avec les établissements bancaires pour voir un peu quels sont... forcément que le monde économique a évolué aussi, donc on va voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc on doit reprendre ceci, on doit aussi reprendre contact avec nos mandataires, les architectes, les ingénieurs, et en plus, on doit aussi reprendre contact avec les entreprises qui avaient à l'époque été adjugées, parce qu'il y a eu le terrassement, le béton, le parafoudre, enfin il restait encore un autre, le traitement d'eau. Donc on doit revoir avec ces gens s'ils confirment leur prix ou pas. Donc il y a un travail de reprise de projet, tout en sachant, comme je l'ai dit avant, le projet n'a pas changé, il n'a pas fondamentalement changé. Donc il faut aussi savoir qu'entre-temps, il y a eu la nouvelle loi sur le sport, où on peut obtenir des subventions au canton, à un prêt zéro. Donc il y a tout ça, on doit revoir, parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé par rapport à il y a 7 ans en arrière. Ouais, donc des questions qui restent ouvertes, mais par rapport au financement, est-ce que il pourrait un petit peu évoluer, mais est-ce qu'on a par exemple une fourchette à nous donner pour ce projet ? Alors le budget, c'est 19,5 millions, le budget du projet. Donc il faut qu'on reprenne le devis général, et puis il y a des choses des prix qui ont augmenté au niveau de la construction, les taux d'intérêt ont baissé, il faut reprendre le tout. Ouais. Alors pour revenir justement à cette bonne nouvelle et puis pour apporter un peu de souffle, parce que c'est vrai que c'est un très joli projet. Dans les grandes lignes, on a toujours vu les images qui sont là. Pour donner et convaincre encore les gens, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Stéphanie Emery ? Alors, juste avant de venir aux images, vous avez posé la question tout à l'heure par rapport aux objectifs du projet. Donc, juste rappeler que l'objectif de ce projet, c'est notamment
d'apprendre la natation aux enfants, ce qui est une obligation légale et qu'on ne fait pas actuellement parce qu'on n'a pas de piscine. Et il faut savoir que la noyade, c'est la cause de décès la plus importante, cause de décès accidentelle la plus importante des enfants. Donc c'est vraiment important qu'on leur apprenne à nager, mais c'est également pour créer un lieu convivial et intergénérationnel où tout le monde peut venir faire du sport, donc bon pour la santé, pour les clubs aussi. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Alors sur cette image, on voit qu'il y a 3 bâtiments, donc le théâtre et la salle de sport existent déjà. La salle de sport, comme j'ai dit tout à l'heure, elle sera démolie une fois que la piscine patinoire aura vu le jour et ça deviendra la zone de détente. À gauche, nous avons la piscine et le bâtiment de la piscine. Il y aura 2 bassins. Un bassin de 25 mètres sur 16 de large avec 6 lignes et un autre bassin d'apprentissage de 16 mètres de long sur 7 mètres de large avec un fond mobile. Donc Par rapport à la piscine, je vous interromps parce que c'est vrai qu'il y a 2 semaines, on recevait Denis Crêpe sur ce plateau municipal de Chingin en charge des terrains de sport. Il faisait justement le parallèle avec la piscine intercommunale de Chezray. Il nous expliquait que le centre sportif de Gingin avait peut-être du mal à naître parce que les gens faisaient un parallèle justement en disant que cette piscine intercommunale de Chezray était un puits sans fond qui coûtait beaucoup d'argent. Est-ce que justement ça vous a porté préjudice, cette histoire de piscine de Chezray où il y a eu des problèmes pour votre projet? Non, pas du tout, je crois. Au contraire, on peut bénéficier de leurs expériences. Et faire mieux, justement. Et profiter de leurs erreurs pour ne pas faire les mêmes. Et c'est vrai que là, dans les 7 années qu'on a perdues, entre guillemets, il y a d'autres piscines qui ont été construites, notamment à Saint-Pré, à Cossonay. Donc Saint-Pré, le même architecte qui avait gagné que celui qui a gagné le concours, et puis Cossonay par le même assistant maître d'ouvrage que nous. Donc on va pouvoir bénéficier de leurs expériences accumulées pendant ces 7 années. Ouais. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, voilà. Non, c'est bon. Jean-Claude Trotti. Et puis sinon, pour revenir peut-être à l'image d'avant où on voit à droite la patinoire, donc c'est une patinoire hivernale complètement fermée avec une ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un petit espace entre le toit et puis les murs parce qu'on ne voulait pas faire une ventilation mécanique et fermer hermétiquement le bâtiment, pour des questions de coût et d'écologie, durabilité. Elle fera 800 mètres carrés et pourra accueillir donc les élèves pendant les heures scolaires, comme la piscine d'ailleurs, les élèves pendant les heures scolaires. Et puis, elle sera ouverte au grand public les mercredis, samedis, dimanches, les vacances scolaires et en dehors des heures scolaires pendant la semaine. Donc on voit que vous avez pu penser à tous les détails. Est-ce que tout l'ensemble du projet pourra être représenté à la population? C'est-à-dire Est-ce que l'ensemble du projet sera de nouveau présenté aux différentes communes de la région? Disons, à l'initial, on a fait tout cet exercice de communication, c'est-à-dire on a commencé par nos collègues des municipalités, on a continué avec chaque fois une séance de présentation de ce projet, comme je l'ai dit, qui n'a pas évolué vraiment, n'a pas changé. On a fait ça avec les municipalités, les conseils, puis après on a fait avec les voisins. On a fait avec la population, donc on a fait plusieurs communications. Et pour l'instant, comme je dis, on est en train de reprendre le dossier. Donc on verra s'il y a des évolutions autres de ce qu'on connaît, mais disons, il n'y a rien de spécialement nouveau. Maintenant, on va voir. Parce que le dossier maintenant est bien ficelé, bien construit. Le premier coup de pioche, quand est-ce qu'on peut l'attendre? On espère mars l'année prochaine. Mars l'année prochaine. Printemps. En tout cas, on va faire au mieux pour que ça se fasse le plus vite possible. Oui, parce que c'est vrai que les gens le demandent et le réclament, donc c'est plutôt une bonne chose, c'est ce que vous nous disiez justement. Si on veut avoir toutes les informations pour suivre justement l'évolution du dossier, j'imagine qu'on peut aller sur le site internet. Sur le site d'Arscoesa, oui, où il y aura une rubrique. Alors il y a déjà une mention sur le projet, mais on fera une rubrique spéciale avec l'actualisation régulièrement, des photos de l'avancement du chantier. Dès qu'on aura des infos un peu plus concrètes, là on redémarre. On viendra justement pour prendre quelques images de ce beau projet, la piscine patinoire de Terre Sainte. Stéphane Riemery, Jean-Claude Trotti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. À vous aussi.
La cave de Nyon fête ses 80 ans ce samedi 29 mai. À l'occasion de cet anniversaire, elle ouvre ses portes de 9h à 16h et propose un parcours thématique, une plongée dans son histoire avec des photos et vidéos d'archives, des ventes spéciales, mais aussi la possibilité de tirer au guillon sa propre bouteille collector. Plein de belles choses donc pour les amoureux de vin et bien sûr pour les vignerons. Bonjour Gilles Cornu. Bonjour monsieur. Gilles, vous êtes directeur technique et œnologue à la cave de Nyon. 80 ans, c'est un bel âge. Oui, 80 ans, c'est déjà bien. On est déjà bien parti, alors on peut déjà fêter raisonnablement quelque chose. Ouais. Donc on va faire la fête ce samedi, malgré le coronavirus, avec les distanciations, etc. On va fêter ce week-end. Il faut de toute façon fêter, quelles que soient les situations, il faut fêter. Mais effectivement, dans cette pandémie, on a quelques problèmes pour fêter comme on aimerait convenablement. Mais sachez que vous serez bien accueillis à Nyon, à la route du stand 27. Pour ces 80 ans, on a un programme génial. Il y a plein de choses, vous verrez, c'est bien. Donc parcourir un peu l'histoire de cette cave de Nyon, on va bien entendu y revenir, mais avant ça, on va parler juste de cette bouteille collector. Donc présentez-la nous, on peut juste regarder peut-être cette étiquette qui est donc l'étiquette originelle de 1941, c'est ça ? Exactement, c'est la première étiquette de la cave de Nyon. C'est un petit peu d'émotion. Alors, on l'a reconstitué un petit peu moderne maintenant. Vous pouvez nous servir un petit godet peut-être, Gilles ? Carrément ? Ouais, carrément, on ose. Ok, 18h, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure de l'apéro, Voilà. 18h. Alors, donc, juste en 1941, il n'y avait pas de capsule. C'était seulement un bouchon. Mais le visiteur pourra tirer cette bouteille au guillon dans la cuve originelle et repartir pour une thune avec une bouteille, c'est le prix de l'époque. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Avec la bouteille collector. Parlons de cette cave de Nyon donc, qui appartient aux caves de la Côte. À l'origine, alors, on trouvait dans cette cave de Nyon au tout début les 3 cépages qu'on trouve sur la côte, le chasselas, le pinot noir et le gamay, ces 3 cépages traditionnels. Aujourd'hui, combien de cépages on peut trouver à la cave de Nyon ? Alors exactement, c'était plus facile à l'époque. Ouais. Il n'y avait que 3 cépages. La chance qu'on a à Nyon, c'est qu'il y a toujours eu beaucoup de vins rouges, de cépages rouges. Mais actuellement, il y a plus de 30 cépages qui sont cultivés par 150 familles de vignerons. Donc on a des choses complètement nouvelles dont vous ne connaissez encore même pas les noms. Les Galetas, par exemple, ou les Divico, qui sont des cépages modernes. Le Merlot aussi, qui s'est très bien implanté dans cette région. Et on a la chance d'avoir des terrains très calcaires dans cette partie du bassin lémanique qui permet la culture de vin rouge de manière excellente, sans oublier les chardonnays, les pinots gris, le viognier, qui est d'ailleurs juste à côté d'ici. Donc on a vraiment une palette complète à vous servir prochainement. Vous pourrez tout acheter ces vins et tout goûter. Et tout goûter voilà. Avec modération. Vous me disiez du coup, donc 150 vignerons. Quel est le rôle, en fait, de la cave de Nyon pour les producteurs et les vignerons du coin ? Alors, la cave de Nyon fait partie de Cave de la Côte, qui est une cave coopérative. Et le rôle de coopérateur, c'est une des plus grandes coopératives de Suisse, maintenant, on est une des plus grandes. Donc, on a le sociétaire, il nous apporte son raisin. Et nous lui transformons son raisin en vin, selon ses domaines, ses clos, ses châteaux, ça dépend quel type de sol il a et quel type de parcelle on va faire. Et on lui vend ses bouteilles, on encave tout ça, on transforme le raisin grâce à notre œnologue Rodrigo Bento et nos cavistes et toute une équipe pour faire cette transformation. Alors à Nyon, on reçoit le raisin, on le transforme, et après, on le met en bouteille à Tolochna, qui fait partie de la grande entreprise Cave de la Côte. Et voilà. Quelle est la singularité, finalement, l'esprit, en fait, de cette cave au fil des ans ? Alors, moi qui ai la chance de connaître bien nos vignerons, c'est des gens qui sont très attachés à leur institution, à leur cave. On a des familles entières qui ont suivi l'évolution depuis 1941. Juste, bon, alors, je ne sais plus s'il en reste beaucoup, malheureusement, mais de la fondation, c'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il en reste beaucoup, mais on a des gens qui sont très affiliés à la cave et on une sorte de famille, une grande famille, et puis ils connaissent bien la région, leurs intentions, et puis l'objectif de la cave coopérative, c'est bien sûr de valoriser leurs récoltes individuellement et de bien les payer. Alors on va faire un petit retour en arrière, un petit historique. Alors la cave de la Côte, originellement elle s'est créée donc en 1929, puis c'est en 1941 que la cave de Nyon s'est créée.
Quelle était la volonté à l'époque? On voit les images aussi d'époque. Quelle était la volonté derrière cette création? Alors, les mouvements coopératifs sont nés du fait de la crise du vin. En général, chaque 20 années, il y a une crise un peu plus existentielle dans le milieu économique viticole. Et puis, le fait d'attendre les marchands de vin chacun avait son pressoir à la maison, une cuve ou un tonneau qui n'était pas très étanche, et puis ça débordait, et puis le tonneau était resté plein, et on n'avait personne pour l'acheter. Et le fait de se grouper entre vignerons a permis de pouvoir mutualiser les risques d'une part, et puis d'autre part, d'obtenir des pressoirs, des outils qui sont modernes, qui sont dynamiques, qui permettent de traiter une récolte de manière qualitative et progressiste, on peut dire ça aussi. Donc il y a vraiment cette entente vigneronne, quoi, finalement, voilà, et familiale. Même un côté, il y avait même un côté socialiste ou communiste, on pourrait dire, dans le système coopératif. Et puis, c'est un esprit qui est resté dans notre coopérative. Voilà. Et donc, au fil des ans, forcément, tout ça a évolué, ce qui fait qu'aujourd'hui, 30 cépages, et puis des techniques forcément bien différentes pour le vin. Alors, c'est vrai que les techniques évoluent constamment dans le vin, et de disposer des outils modernes, en particulier des cuves, comme vous le voyez dans l'arrière-plan, des cuves où on peut contrôler la fermentation, la température des fermentations, c'est existentiel pour la qualité. La qualité du vin, elle se fait de toute façon à la vigne, et ça, on contrôle les 1800 parcelles que nos vignerons visitent. On visite les vignes. Et on fait un petit contrôle, on regarde si la qualité du raisin est sain, s'il n'y a pas trop de charge, si c'est bien limité, c'est bien égrappé, c'est aéré, c'est constant. Et c'est ce qui donne un bon résultat. Et puis derrière, c'est de la mécanique qui permet vraiment de faire du bon travail avec les gens qui sont employés pour faire ça. On est vraiment des personnes qui sont dédiées au vin à plein temps, y compris nos vendeurs, y compris nos personnes qui accueillent les gens. Voilà, c'est un peu notre métier, on n'arrête jamais. On a la passion du vin. C'est ça, exactement. Et donc à la Cave de Nyon, ce samedi 29 mai, entre 9h et 16h, donc on pourra revenir sur cette historique, bien entendu, avec les vignerons et les tenanciers de cette cave, et puis déguster aussi la nouvelle cuvée, donc la cuvée des Peds, qui est la cuvée de la Cave de la Côte. Des Peds, en bon vaudois. Et le vin, la bataille, pour les journalistes, on a un spécialiste, c'est la bataille. Effectivement, c'est une cuvée toute nouvelle que nous avons dédiée avec un accent vaudois particulier. Je peux le prendre aussi quand il faut. Et voilà. Donc, on a 80 qui sont bio. Et maintenant, on a une gamme très, très nouvelle, très moderne, qui vous plaira, je suis certain. Surtout celle de la bataille. La bataille, je note. Alors, pour la dégustation, merci beaucoup Gilles Cornu d'avoir été avec nous. Et puis, santé. Merci à vous. Alors, à votre santé. On ne peut pas boire dans le même verre, mais enfin bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette rétrospective régionale. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine sur NRTV.